Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pour la partie aérienne, l'US Air Force utilise la Corse comme porte-avions, si j'ose dire. Les objectifs du plan aérien sont de protéger les convois maritimes acheminant les troupes d'assaut. 3000 avions sont engagés dans les attaques aériennes. Souvenez-vous, les Allemands en ont 180. Dans les attaques aériennes, donc sur tout le littoral provençal. Dans ce déploiement aérien, la participation des ailes françaises est plutôt modeste. En juin 1944, l'aviation française compte 14 groupes de chasse équipés d'avions anglais ou américains, sans compter le groupe Normandie-Niemen, quand même, doté d'avions soviétiques, des Yak, comparé au D-Day de Normandie. Et ces 12 000 avions, c'est rien quand même, 3 000 face à 12 000, mais quand même. Sur le terrain, le 15, peu avant 2 heures du matin, 300 parachutistes ont touché terre sur les hauteurs de la Ciotat. Des fusillades nourries, des détonations éclatent dans tous les sens. Les Allemands en sont convaincus, c'est le débarquement de Provence qui vient de commencer. Pourtant, comme en Normandie, c'est une armée de mannequins que les avions américains viennent de larguer derrière les lignes ennemies. Et comme en Normandie, la ruse a fonctionné à merveille. D'autant que les avions aussi ont largué des brasses de Windows. Vous savez, alors c'est des petits morceaux de papier, un peu comme du papier d'alu, si vous voulez, qui trompent les radars et qui font croire à l'arrivée d'une énorme armada aérienne et navale. L'opération de diversion qu'on appelle Ferdinand, qui comprend aussi l'attaque des batteries côtières dans la région de Cannes, à plus de 150 km de là, est un véritable succès. À l'aube, les Allemands sont totalement déroutés, incapables de dire dans quelle zone l'attaque va vraiment avoir lieu. Encore une fois, ils ont été enfumés, comme on dit dans le jargon des services secrets. L'objectif principal des paras, c'est de contrôler la route nationale 7, la fameuse RN 7 au carrefour du Muy à la Motte, entre Draguignan et Fréjus. Ils doivent impérativement prendre le contrôle de la zone avant la fin de la matinée et surtout couper les communications ennemies pour empêcher les troupes allemandes, stationnées plus à l'ouest, de converger vers les plages du débarquement. Le 15 août 1944, ce n'est qu'un minuscule village du Var, là où ils sont, et vous avez des milliers d'hommes qui se posent avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de casse, et qui tentent de se regrouper à proximité du village, dans l'étrange et épais brouillard qui est en train d'envelopper la vallée de l'Argance. Les habitants ignorent pour la plupart ce qui est en train d'arriver, évidemment. Presque aucun ne réalise que leur village est au centre de la zone où se déroulent les premiers combats de la libération de la Provence. La Motte, donc le fameux petit village, minuscule petit village du Var, est le premier village libéré le 15 août. Au petit matin, aidés par les forces françaises de l'intérieur, les FFI, les parachutistes prennent possession de quelques rues en quelques dizaines de minutes, sans rencontrer de résistance. Plus d'1 heure avant leur hache, les Mottois sortent de chez eux pour embrasser leur libérateur. Dans la nuit du 16 au 17 août, Delattre reçoit une information. L'ennemi a concentré ses forces entre Toulon et Hyères, face à l'est, devinant justement les intentions alliées qui consistent à progresser dans la zone côtière pour bénéficier de l'appui des canons de marine. En revanche, la région au nord de Toulon, elle, est dégarnie. Alors la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'il doit profiter pour brusquer l'attaque contre Toulon, donc aller plus vite que prévu, ou bien s'en tenir prudemment au déroulement du plan ? Pour une attaque immédiate, il ne dispose que de 16 000 hommes, appuyés par 30 chars et 80 canons, ce qui est un peu juste pour enlever une place protégée par 30 forts et de nombreuses casemates tenues par 25 000 hommes. Et entre le risque et l'audace, que va-t-il choisir ? C'est Delattre, donc il choisit l'audace. Il se rend aussitôt au PC du général Patch, il lui arrache un accord qui modifie radicalement le plan du grand état-major. C'est à la première division française libre qu'il confie la rude tâche de marcher sur Toulon par la côte et d'attaquer la ville. Pour les fantassins, ça veut dire 30 km quand même à couvrir, matériel à dos, avec la chaleur de l'été provençal. Au même moment, l'armée B commence à débarquer avec 48 heures d'avance sur le planning, tandis qu'en Normandie, les Alliés sont confrontés à la résistance acharnée des Allemands. Ils sont toujours sur les plages, favorisés par des dissensions tactiques et personnelles entre Britanniques et Américains, alors que dans le sud, la situation finalement est moins délicate. Déjà, les Allemands évacuent la Provence et la 19e armée allemande est en permanence harcelée par les maquis. La résistance du Var est étroitement associée aux actions des Alliés selon la volonté que le général Delattre ne cesse d'exprimer depuis la formation de l'armée B en Afrique du Nord. Le débarquement est terminé, débute alors la bataille de Provence.
Après quelques résistances, Toulon est finalement libéré le 26 août, Marseille le 29 et Lyon le 3 septembre. Vous remarquez quand même la vitesse de remontée du pays. Le 12 septembre, les troupes d'Overlord et d'Audragoun vont opérer leur jonction à Langres et le 23 novembre, Strasbourg est libéré. Leclerc va accomplir ainsi ce qu'on a appelé le serment de Koufra, qu'il a fait en 1941, à savoir ne plus déposer les armes avant que le drapeau français ne flotte sur Strasbourg. Le débarquement de Provence, vous voyez, n'est pas un mini D-Day, c'est une opération extrêmement importante, extrêmement compliquée aussi, réalisée en grande partie par des Français, qu'il ne faut pas oublier de commémorer, je vous assure, si c'est possible, évidemment. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.